Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux nombreux mensonges et idées reçues qui parsèment et qui ont fait la légende de Napoléon. Qu'ils soient le fruit de la propagande impériale ou celle de ses ennemis, contribuant à forger la légende toujours vivace de l'empereur. Partons ensemble les découvrir. Première affirmation est fausse. C'est le cliché le plus répandu. Sa taille est souvent mise en avant pour expliquer son ambition dévorante. Sauf que le grand homme n'était pas si petit. Il mesurait 1m69, soit plus que la taille moyenne de l'époque qui culminait à 1m63. Cette réputation de petit est née sur les champs de bataille où il était toujours entouré des colosses de la garde impériale, qui faisaient au minimum 1m83 et étaient coiffés d'un bonnet à poil haut de 30 cm. À leur côté, Napoléon semblait en effet bien petit. Les caricaturistes britanniques ont forcé le trait en lui donnant systématiquement l'allure d'un nain malfaisant, comme sur le fameux dessin où il se tient debout dans la main du roi George III, qui l'inspecte à la lorgnette. Le général Bonaparte, ayant écrasé l'insurrection royaliste du 13 vers Mandière, se voit récompensé par Barras, l'homme fort du Directoire, qui lui confie le commandement en chef de l'armée d'Italie, le 2 mars 1796. À cette date, la France n'avait plus que l'Autriche comme adversaire sur le continent. Carnot conçut alors le projet de lancer 3 armées contre elle. Une armée commandée par Jourdan devait marcher sur Vienne par la vallée du Main. Une autre sous Moreau devait suivre la vallée du Danube. La troisième, sous Bonaparte, passerait par l'Italie en empruntant la plaine du Pô et les vallées des Alpes autrichiennes. Elle avait un rôle de diversion, elle allait pourtant porter les coups décisifs. C'est en Italie qu'allait naître la légende de Napoléon. Celui-ci n'ignore pas que l'intérêt de l'opinion va se porter sur les opérations dans le Saint-Empire et négliger l'Italie. Il lui faut donc retenir l'attention et donner de l'éclat à ses victoires. La campagne d'Italie est suivie par les journaux que fonde le jeune général. Le courrier de l'armée d'Italie et la France vue de l'armée d'Italie. On y lit des phrases comme « Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre ». Le récit des batailles n'est pas loin de l'épopée et les noms italiens font rêver. Tout commence par le passage forcé à Lodi le 10 mai 1796. Il avoue le soir même à l'évêque de Lodi « Non fune grande cosa », mais il proclame « La bataille de Lodi donne à la République toute l'Italie ». L'imagerie populaire s'empare de cette victoire, mais c'est à Arcole que la propagande qu'il a mise en place va se déchaîner. Le général Bonaparte assiège Mantoue qui commande le passage des Alpes vers l'Autriche. Il bat à Lonato et à Castiglione, une première armée envoyée par Vienne pour débloquer la citadelle. Nouvelle armée, nouvelle défaite autrichienne à Bassano. Chaque victoire de Bonaparte est exaltée par la propagande sous forme de communiqués adressés au Directoire. D'autant que dans le Saint-Empire, Moreau rencontre l'échec. C'est alors qu'une troisième armée commandée par Alvizzi vient affronter Bonaparte dans les marais d'Arcole. Le 15 novembre 1796, les Français lancent l'attaque contre les Autrichiens sur le pont enjambant l'Alpone. Ils sont balayés par la mitraille et hésitent. Le général Augureau tente de les entraîner et s'élance, brandissant un drapeau. Mais il n'est pas suivi. On va chercher Bonaparte. Celui-ci tente sa chance, mais Murion, son aide de camp, est tué en voulant le protéger. Et le général tombe du pont dans les marais. On doit le repêcher, tremper jusqu'à la moelle. Rien d'héroïque dans cet épisode. Ce n'est que le 17 que le pont d'Arcole sera franchi. Victoire difficile que néanmoins Bonaparte décide d'immortaliser. Joséphine la rejoint à Milan, accompagnée du peintre Gros, qu'elle protège. Gros va peindre Bonaparte, invitant ses soldats à franchir le pont. C'est Joséphine qui suggère qu'ils tiennent un drapeau tricolore. Il est donc représenté, longs cheveux au vent, sabre dans la main droite, drapeau dans la main gauche, attitude magnifique, mais mensongère. Elle dépossède Augureau de son exploit. Bonaparte, au pont d'Arcole, va devenir l'un des tableaux les plus célèbres de l'épopée napoléonienne. La gravure de Giuseppe Longi en prolongera l'effet. Ce n'est pourtant qu'un début. Bonaparte a compris l'importance de l'image. Le tableau le représente au chevet des pestiférés de Java durant la campagne d'Égypte. Sera lui aussi probablement mensonger. Mais le premier consul va aller plus loin.
Lors de sa deuxième campagne d'Italie, il doit franchir le Grand Saint-Bernard le 20 mai 1800. Traversée difficile, il a besoin d'un guide du nom de Dorzaz, enveloppé d'une redingote grise. Il monte une mule, l'air sombre, disent les témoins, conscients du ridicule. Il presse l'allure de la mule, elle glisse, et il évite de peu cette fois une chute dans la Drance. Dorzad le retient un temps, peu importe. Le passage du Grand Saint-Bernard sera immortalisé par David, et sur la toile, ce ne sera pas une mule, mais un superbe cheval qui se cabre. Bonaparte est revêtu de l'uniforme des officiers généraux, habits bleus et culottes de peau. Son manteau est imaginé par David, son drapé accompagné de mouvements du cheval, et suggère la force du vent en altitude. Il montre du doigt à l'artillerie représentée sur le fond du tableau la direction de l'Italie. Chateaubriand s'indignera du procédé dans une page fameuse du Mémoire d'Outre-Tombe. Ce n'était pas du tout que de mentir aux oreilles, il fallait mentir aux yeux. Bonaparte traverse le Saint-Bernard sur un cheval fougueux, dans des tourbillons de neige, et il faisait le plus beau temps du monde. Le tableau de David a connu plusieurs copies, il est aujourd'hui encore reproduit à des milliers d'exemplaires. Ce n'est qu'en 1848 que Paul Delaroche ressuscite le véritable passage des Alpes. Petit chapeau, main dans le pli de la redingote, une mule conduite par un guide. Est-il une expédition plus absurde que la conquête de l'Égypte par la France en 1798 ? Voici la France envahissant un pays sans déclaration de guerre et dans le plus grand secret. On invoque la nécessité de frapper l'Angleterre alors que les Anglais ne sont pas établis sur le Nil. Tandis que la guerre menace de reprendre en Europe, sont embarqués les meilleurs soldats de la République pour une expédition lointaine sur des navires que la flotte anglaise, maîtresse de la Méditerranée, peut à tout moment couler sans véritable résistance. Cette armée débarque à Alexandrie au pire moment, lors des fortes chaleurs de l'été, avec des équipements qui avaient servi lors de la campagne d'Italie et qui étaient nullement adaptés au climat de l'Égypte. En dépit de quelques brillantes victoires, les pyramides notamment, l'expédition s'achève sur un échec prévisible, une flotte coulée à Aboukir, 13 500 morts, soit le tiers des forces engagées, une reddition pitoyable et l'absence de butin. Rarement a-t-on vu pareil désastre. Quelles sont les raisons de cette expédition ? D'abord la lutte contre l'Angleterre, dernier adversaire de la France. Débarquer sur les côtes anglaises est une opération périlleuse. L'opération que devait mener Hoche en Irlande en 1796 a été un échec. Sollicité à son tour, Bonaparte décline. Opérer une descente en Angleterre sans être maître de la mer est l'opération la plus hardie et la plus difficile qui ait été faite. Mieux vaudrait remplacer un débarquement en Angleterre par une expédition dans le Levant qui aurait au moins l'avantage de menacer le commerce britannique aux Indes. De là l'idée d'une conquête de l'Égypte en occupant l'isthme de Suez. On couperait l'une des routes de l'Inde vers l'Angleterre. L'Égypte fournirait aussi une base utile pour soutenir la lutte menée en Inde par Tipu Saïb contre la colonisation anglaise. Talleyrand y ajoute un argument économique, la nécessité, après la perte des Antilles, de fonder de nouvelles colonies. Dans une communication à la classe des sciences morales et politiques de l'Institut national, à laquelle il appartenait le 3 juillet 1797, il suggère l'Égypte serait à elle seule toutes les colonies que la France a perdues aux Antilles. Enfin, ce pays présente un intérêt scientifique. Quel passé, interroge Volney, dont les ruines venaient de connaître un grand succès. Se cache derrière les vestiges des temples égyptiens et quel est le cours exact du Nil ? Autant de questions que se posaient les membres de l'Institut, Monge et Berthollet. Approuvé d'emblée l'idée d'une exploration de la terre des pharaons. On trouve immédiatement des volontaires, du minéralogiste Dolomier au naturaliste Geoffrey Saint-Hilaire à l'astronome Méquenin, l'orientaliste Jobert, sans oublier l'écrivain vivant Denon et Desgenettes. La conquête serait facile. Notre représentant à Alexandrie, Maguelon, assure que la domination des Mamelouks sur le pays était en voie d'effondrement.
Leur résistance sera faible. Certes, l'Égypte est vassale de l'Empire ottoman, mais celui-ci semblait se désintéresser de cette province. S'il le fallait, Talleyrand, ministre des Relations extérieures, se rendrait auprès du sultan pour lui expliquer les motifs de l'intervention française. Mais quelle était en réalité la vraie raison de cette expédition ? À peine la Révolution avait-elle éclaté que l'on avait su qu'à l'exemple de la Révolution anglaise du XVIIe siècle, c'est un général qui la terminerait. Mais lequel ? Lafayette crut un moment qu'il serait le nouveau Monk. Mais au lendemain de l'insurrection du 10 août 1792, qui entraîne la chute de la monarchie, il tenta en vain de faire marcher son armée sur Paris. À son tour, Dumouriez, le vainqueur de Valmy, lance en mars 1793 une proclamation dénonçant l'anarchie révolutionnaire, mais il ne fut pas suivi par ses troupes. Troisième général a tenté sa chance, Pichegru. Il prépare un coup d'État visant à restaurer Louis XVIII, lorsqu'il fut devancé par Barras, l'homme fort du Directoire, le 18 Fructudor en 5, le 4 septembre 1797, arrêté et déporté. Hoche et Marceau sont morts, Moreau demeure sur la réserve et Bernadotte se proclame républicain. Un nouveau nom s'impose alors, Bonaparte. Après ses éclatantes victoires en Italie, Talleyrand est le premier à deviner que Bonaparte sera le général qui mettra fin à la Révolution. Lorsque le vainqueur de Rivoli est de retour en France, Talleyrand donne une grande fête en son honneur. Le moment est-il venu ? En réalité, aux sorties du coup d'État du 18 Fructudor, le Directoire se trouve raffermi. Il faut attendre pour proclamer la fin de la Révolution. Mais attendre, c'est se faire oublier. Bonaparte ne peut rester sans rien faire. Il ne suffit pas d'être élu à l'Institut. Une expédition contre l'Angleterre exclue. Talleyrand sort de ses cartons un projet de conquête de l'Égypte, suggéré par l'un de ses agents. Le Bonaparte s'éloignerait de Paris en attendant que la situation politique se dégrade à nouveau pour le Directoire et réapparaîtra auréolé d'une nouvelle gloire militaire. Gloire d'autant plus grande que le philosophe Volney vient de mettre l'Égypte à la mode, et victoire d'autant plus facile que les Mamelouks sont en déclin. Déjà fasciné par l'Orient, Bonaparte se laisse convaincre. L'expédition tournera mal, mais le retour de Bonaparte, abandonnant pourtant son armée, est triomphal. Foule immense à Avignon pour l'acclamer le 11 octobre 1799. Illumination à Lyon le 14, même enthousiasme le lendemain à Nevers. À l'annonce de son retour, le général Moreau confie à Sieyès « Voilà votre homme. Il fera votre coup d'État mieux que moi. » C'est que la situation intérieure et extérieure de la France s'est à nouveau dégradée. On attendait un sauveur, ce sera le général Bonaparte. Après la victoire d'Austerlitz le 2 décembre 1805 sur l'Autriche et la Russie, Napoléon peut croire que la paix était rétablie sur le continent. C'était sans compter la Prusse, stimulée par les Anglais. Alors qu'il se préparait à ramener la grande armée en France, Napoléon reçut à Bamberg le 7 octobre 1806 un ultimatum de la Prusse, invitant la France à évacuer l'Allemagne dès le 8 sous menace de guerre imminente. En réalité, les Prussiens disposent de plus de 100 000 hommes, mais n'avaient pas de plan arrêté. Ils pensaient surprendre Napoléon. C'est Napoléon qui les surprit en fonçant sur Iéna. Au passage, le 10 octobre, il est bas à Saffield et surgit le 13 au moment où il se divisait entre les gros des forces sous le commandement du roi et du duc de Brunswick et une arrière-garde commandée par Owen Holden. C'est cette arrière-garde qu'affronte Napoléon avec 56 000 hommes et ses meilleurs généraux, Augereau, Ney, Lannes, Soult et Murat, le 14 octobre 1806. Victoire écrasante, transformant les soldats de Hohenlohe en un ouragan de fuyards. Mais la partie décisive se joue ailleurs. Napoléon avait détaché Davout avec 26 000 hommes pour effectuer un mouvement tournant. C'est lui qui se heurte en état d'infériorité numérique au gros de l'armée prussienne, à Auerstadt, à 3 lieues au nord d'Iéna. Il n'avait que 3 divisions, mais commandées par des généraux exceptionnels, Goudin, Friant et Morand. Auerstadt devient le centre de l'une des batailles les plus acharnées de l'Empire. Elle dure 4 heures et fait 25 000 morts ou blessés. Au début, Davout
pendant plus d'une heure et demie, ne dispose que d'une seule division, celle de Goudin, formée en carré face aux attaques de 3 divisions prussiennes et 25 escadrons. Friant vient ensuite renforcer l'aile droite des Français sur la gauche. Surgit enfin Morand, qui met en déroute le propre frère du roi de Prusse. Davout lance alors une contre-offensive qui précipite la débâcle de l'ennemi. Le duc de Brunswick fut tué et le roi de Prusse fut emporté par les fuyards. C'en était fini de l'armée prussienne. Le 5e bulletin de la Grande Armée du 15 octobre 1806 raconte en détail la bataille de Jena, qui décide en 7 jours une campagne qui a entièrement calmé la frénésie guerrière qui s'était emparée des têtes prussiennes. Le rôle de Davout, pourtant décisif, puisque c'est lui qui affronte le gros de l'armée prussienne, est réduit à 10 lignes. Certes, l'on peut considérer qu'Austadt n'est pas un épisode d'une bataille générale d'Iéna où Napoléon dirigeait les opérations, mais la minoration de son rôle est manifeste. À Paris, le nom de Iéna est donné à une rue, à une place et à un pont que plus tard Blücher voudra faire détruire. Le nom d'Austadt est passé sous silence, injuste pour les vainqueurs, admirable de cette féroce bataille. Heureusement, le 2 juillet 1808, Davout sera fait duc d'Austadt par Napoléon. De retour de l'île d'Elbe, aux Tuileries le 20 mars 1815, Napoléon sait que l'Europe va reprendre la guerre contre la France. Une armée de 600 000 hommes est levée. Déjà, le duc de Wellington est à Bruxelles avec 90 000 Anglais, Belges et Hollandais. De son côté, Blücher dispose de 100 000 Prussiens à Namur. Doivent les rejoindre plus tard 300 000 Autrichiens et 200 000 Russes. Le plan de Napoléon est simple, séparer Anglais et Prussiens et les battre à tour de rôle avant l'arrivée des Russes et des Autrichiens. Il espère que ces derniers, démoralisés, accepteront de négocier. Il emmène en Belgique le 15 juin 1815 124 000 hommes. Le 16, Ney bat les Anglais aux 4 bras et Wellington doit se replier sur Waterloo. Napoléon ne parvient pas à écraser Blücher qui bat en retraite. L'empereur décide de rejoindre Ney pour anéantir les Anglais et il charge Grouchy de poursuivre les Prussiens. Qui est Grouchy, qui vient d'être fait maréchal le 18 avril 1815 ? Né à Paris le 23 octobre 1766, d'origine noble, il était le beau-frère de Condorcet, qui avait épousé sa sœur Sophie de Grouchy. Élève à l'école d'artillerie de Strasbourg, il est lieutenant-colonel à la veille de la Révolution, dont il épouse les idées. Général de division dès le 23 avril 1795, il a servi dans l'ouest de la France, puis à l'armée du Rhin, avant d'être remarqué par Napoléon comme un magnifique cavalier à Iéna et à Eylau, puis à Wagram et à la Moskova. Il s'est rallié à Napoléon au retour de l'île d'Elbe. Napoléon ne s'occupe que des Anglais répartis en carré sur le plateau du mont Saint-Jean. Wellington a fait fortifier en contrebas les fermes d'Hougoumont, de Papelotte et de la Haie-Sainte. C'est sur ce système défensif que vont se heurter ce 18 juin à 11h et à 3h de l'après-midi les attaques frontales et répétées de Reille, Drouan, d'Erlon, puis de 3h de l'après-midi à 7h du soir, les charges de cavalerie de Ney, Milhaud, Kellermann, qui n'entament qu'à peine les carrés anglais. Entre 7h et 9h du soir, un dernier assaut général des pentes du mont Saint-Jean est repoussé. La garde elle-même est impuissante avant l'arrivée du corps prussien de Bülow. La bataille était déjà perdue pour Napoléon qui échoue à Waterloo, à l'exemple de Masséna au Portugal, devant les lignes de Torres-Vedra, du même Wellington. Davout, bien supérieur à Soult comme chef d'état-major, eut recommandé un mouvement tournant et non une attaque frontale, meurtrière. Mais Davout était resté à Paris. Grouchy, de son côté, malgré plusieurs éclaireurs, n'a pu deviner la direction prise par Blücher. Dans une lettre au soir du 17 juin, il écrit à Napoléon qu'il croit l'armée de Blücher, qu'il ne trouve pas éclaté en plusieurs corps et ne souhaitant nullement rejoindre Wellington. Au matin du 18, il demande des instructions à Napoléon, puis va déjeuner chez le notoire de Sainte-Havelay. Selon diverses relations, au moment où il entamait un plat de fraises, Gérard vient le prévenir que l'on entendait le bruit du canon vers l'ouest. Il suggère de marcher au bruit de ce canon. Grouchy estime qu'il s'agissait d'une petite affaire. Pourtant un guide indique que le combat devait se livrer vers le mont Saint-Jean et que l'on pouvait y être en 4 heures de marche. Gérard hésite pour que l'on s'y rende. Grouchy refuse.
Il n'avait aucun ordre de Napoléon pour marcher sur le mont Saint-Jean. Gérard insiste à nouveau, prêt à se rendre sur les lieux des combats avec son corps d'armée. Nouveau refus de Grouchy. C'est Gérard qui est la source de ce récit, donc suspect. Peut-on donner tort à Grouchy qui n'avait reçu aucune instruction de l'empereur? Serait-il arrivé à temps en prenant la direction de Place Senois? Non, la bataille était déjà jouée. Blücher surgit sur le flanc d'une armée française déjà épuisée et démoralisée. Il dit « Grouchy, c'était Blücher ». La phrase a condamné le maréchal injustement. Même si on peut en revanche lui reprocher de n'avoir pas localisé l'armée prussienne, mais en infériorité numérique, il eût été probablement battu. Au contraire, Grouchy va se révéler un excellent maréchal dans la retraite laissée cette fois à son initiative, à l'annonce de la défaite de Waterloo. Son armée forte de 28 000 hommes et sans bouche à feu a regagné intacte la France. Face à l'invasion étrangère, elle sera prête à combattre, mais finalement ne sera pas utilisée. Proscrit par l'ordonnance du 24 juillet 1815, Grouchy devra fuir aux États-Unis. Il rentrera en France en 1821 et retrouvera, sous Louis-Philippe, son titre de maréchal de France et un siège à la Chambre des Pairs. Il meurt en 1847. Comme on l'a vu, il existe beaucoup d'idées reçues dans l'œuvre et la légende de Napoléon. Dans le premier temps, comme dans l'espace, le grand homme n'a jamais laissé indifférent. Fils et continuateur d'une révolution qui avait bouleversé le monde, il lègue aux générations suivantes le souvenir de ce qui a été fait et une légende qui annexe les imaginations et forme la légende de Napoléon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie.